Moi, j'ai peut-être une première question pour Mario. Est-ce que vous avez en tête quelques matériaux prioritaires, comme par exemple de nouveaux matériaux pour les piles, pour les batteries ou pour les supraconducteurs? Non? Est-ce que vous avez quelques Alors, on priorités? a, oui, oui. Donc, dans les projets ciblés qui ont été mis en place actuellement, on a un panel de matériaux, par exemple, dans le domaine de la corrosion, les alliages haute entropie, dont Stéphane Gors nous parlera. Par exemple, des nouveaux matériaux pour le photovoltaïque. Euh, bon, il y a, par exemple, pour des propriétés de conduction diverses. Donc, il y a d'autres PEPR qui font partie de ce qu'on appelle la stratégie d'accélération. Donc, il y a un PEPR qui s'appelle hydrogène, un PEPR qui s'appelle batterie, qui s'appelle quantique, électronique, etc. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est prendre l'avis de ces autres PEPR dans la phase de construction des appels à projets pour diversifier les thématiques, les différents matériaux sur lesquels on va appliquer les plateformes de diadème. D'accord, d'accord. Une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, et là, dans le milieu de la salle. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle est la même pour tous ces champs d'application, ou est-ce qu'il y a quand même des spécificités et des fois où on ne peut pas être, on va dire, reproductible dans l'utilisation des procédés d'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Il y a effectivement une diversité. Alors, on a notre première tâche, c'est d'aller le plus possible vers l'homogénéisation. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de données qui viennent effectivement de matériaux différents à travers des mesures physiques qui sont elles aussi très différentes. Mais un de nos objectifs, en commun avec la plateforme qui s'appelle base de données, numérisation, c'est d'essayer d'avoir une homogénéité maximale, mais qui ne sera pas évidemment totale. Donc chaque cas deviendra un cas particulier. Mais avant ça, on cherche en particulier concernant la gestion des bases de données, la mise en place de tout un protocole sur les métadonnées, comment on a obtenu notre matériau, comment on a obtenu la structure, la propriété. Il faut qu'on arrive à homogénéiser ça entre les différentes plateformes expérimentales qui sont mises en œuvre. Donc, je ne dois pas vous cacher, c'est une des choses les plus compliquées qu'on a à faire, mais ça, c'est de manière à rendre les choses le plus compatibles possible. Mais évidemment, on ne prétend pas du tout à être homogène, ça, c'est parfaitement impossible. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous rattrapons un petit peu de notre retard. Monsieur Rignanese, je vais laisser Jean-Claude vous présenter. Donc, Gianmarco Riagnese est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il est en même temps directeur de recherche au FNRS, c'est l'équivalent du CNRS en Belgique. Il est docteur en sciences appliquées depuis 1998 et il a collaboré avec l'École polytechnique de Lausanne et avec le Cray Research avant un stage postdoctoral à Berkeley, en Californie. Son domaine de prédilection est le développement de logiciels pseudo-potentiels. Et donc, il est actuellement spécialiste pour imaginer de nombreux progrès au calcul ab initio au débit grâce au supercalculateur. Il va nous parler des applications aux nouveaux matériaux, notamment dans le domaine de l'énergie, qui combinent les calculs ab initio à haut débit et l'intelligence artificielle. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes et toutes. Donc voilà, le titre a été présenté. Je vais évidemment redire pas mal de choses qui ont déjà été dites. Je vais essayer de les aborder sous un autre angle et peut-être que ça vous permettra aussi de les comprendre autrement. C'est toujours bien de réentendre plusieurs fois les choses. Donc moi, je suis parti d'un aspect historique. Et donc, tout au long de l'histoire, quand on s'attache à étudier les matériaux, on les a abordés de différentes façons. Et depuis le départ, une des manières, ça a été de apprendre un peu les matériaux. Donc, par exemple, si on regarde le feu, donc tout au début, on a découvert le feu un peu par hasard, et le mot sérendipité est arrivé ce matin.
Puis alors après, on a essayé de structurer un peu les choses, et à un moment, on a une image où on disait, bah, tiens, ok, il y a 5 éléments, il y a l'eau, la terre, l'éther, l'air et le feu, et puis finalement, avec notre compréhension de plus en plus fine des choses, on a compris que le feu, en fait, c'était des atomes qui étaient dans des états excités, qui donc changeaient de couleur, etc. Okay ? Donc en pratique, ce que je voulais vous montrer par ça, c'est que depuis le début de l'humanité, il y a eu de la recherche expérimentale. Ça remonte à l'âge de pierre, on n'a pas découvert la roue du premier coup. Il y a eu des essais et des erreurs. Et il y a toujours de nos jours des essais et des erreurs de façon empirique. Et c'est très important de le faire. Alors si on regarde, bon, c'est une lampe qui n'existe plus de nos jours, mais quand on prend la lampe avec un fil à incandescence qui avait été inventé par Edison, quand il a découvert, enfin, au bout de compte, quand il a essayé de trouver un matériau pour mettre dans cette lampe, il en a testé 3000. Il a fait des essais et des erreurs. Et au bout du compte, quand Edison a choisi un des matériaux parmi les 3000 qu'il a considéré comme étant le meilleur, il n'a pas pris le tungstène, qui a été celui qu'on a eu pendant plein de temps dans nos lampes à incandescence. Le tungstène est arrivé par après. Donc ça vous montre les limites de ce qu'on peut avoir, parce que Edison, il a pris un peu ce qu'il avait sous la main. Et notamment, il a testé les poils de barbe de son assistant, à titre d'exemple. Donc vous voyez, on peut avoir, quand on fait de l'essai-erreur, on peut avoir des biais, on peut avoir des limites. Alors, avec le temps, donc ça c'est cette première approche, et le premier paradigme qui a été utilisé en sciences, c'est le paradigme des sciences empiriques, l'expérience. Okay ? Avec le temps, vers la fin du XVIe siècle, on a commencé à établir des lois, et c'est là que vient, dans mon premier transparent, où je vous ai montré avec le feu là, ce qui se passait, on a commencé à comprendre un peu les choses à différentes échelles, et j'y reviendrai, et on a commencé à établir des lois physiques et des lois chimiques. Et ça, c'est le deuxième paradigme qui a été utilisé pour approcher les sciences en général, et donc dans ce qui nous intéresse, la connaissance des matériaux. Et donc typiquement, ce qu'on cherche à avoir, et ça a déjà été aussi abordé, et ça a été souligné par Mario avant moi, on a ce triptyque, qui est là, enfin un quadriptyque, c'est quelque part ici, où on a un procédé qui va induire une certaine structure du matériau, qui va induire certaines propriétés du matériau, et qui caractérisera la performance de ce matériau dans l'application à laquelle on s'intéresse. Donc ce sont des lois scientifiques de cause à effet. Okay ? Et c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Et comme je vous le disais, ça implique des choses à différentes échelles. Quand je reprends ici, je vais revenir en arrière parce que ça va un peu vite, excusez-moi. Je vais faire ça comme ça, voilà, et je vais la remettre, parce que ça va un peu vite. Donc en fait, on a essayé de faire ça à différentes échelles. Je vous donne l'exemple ici des modules photovoltaïques et de la forêt à côté. Quand vous allez à l'échelle en dessous, vous allez avoir des feuilles, des cellules photovoltaïques, les cellules dans les plantes, les grains de silicium de l'autre côté, le chloroplaste, une section de la cellule photovoltaïque, des empilements membranaires, des empilements de couches dans le matériau de la cellule photovoltaïque, le complexe photosynthèse, les joints de grains du silicium, mais au bout du bout, en tout cas pour ce qui nous intéresse, il y a toujours des atomes. On ne descendra pas plus bas pour essayer de comprendre les propriétés. Et donc, vous voyez, suivant ces différentes échelles, il y a différents phénomènes qui se passent, et il est important de pouvoir comprendre ce qui se passe à ces différentes échelles de dimension, mais aussi à des échelles de temps, parce que les phénomènes qui se passent, parfois se passent très très vite, à la femtoseconde, 10 moins 15 secondes, voire avec des phénomènes qui sont plus longs. Alors, tout ça va avoir des conséquences aussi, évidemment. Alors, un des gros changements, ça a été l'apparition des ordinateurs, et puis des super ordinateurs, et qui ont révolutionné le monde. Donc un des premiers ordinateurs, l'ENIAC, en 1945, il faisait 500 flops, ça veut dire 500 opérations à virgule flottante, donc des additions, des multiplications comme ça. Donc il en faisait 500 par seconde. Okay, et il coûtait l'équivalent aujourd'hui de 6 millions d'euros. Donc c'était 500 000 à l'époque, mais ça fait l'équivalent actuel de 6 millions d'euros. Alors aujourd'hui, vous prenez une somme un peu plus grande, on va dire 15 fois ça, et vous avez maintenant, non pas un ordinateur, mais un centre de calcul qui fait, vous avez vu là, 10 exposant 18, donc 1 avec 18 zéros derrière, opérations par seconde. Donc vous voyez le gain de puissance qu'on a eu, hein, c'est exponentiel. Et donc grâce à ça, on a pu de nouveau changer de paradigme. Et le nouveau paradigme, c'est qu'on a pu utiliser les lois physiques qu'on avait là, les mettre dans un ordinateur pour résoudre ces lois et faire ce qu'on appelle des prédictions. Et donc, on fait des expériences virtuelles, des simulations. Alors, vous avez déjà, aujourd'hui, vous avez entendu le mot DFT, je vais revenir un peu par après. Il y a d'autres méthodes suivant l'échelle à laquelle on s'intéresse. Donc, typiquement, en fonction de l'échelle,
l'échelle la plus petite à l'échelle des atomes, donc celle que je vous montrais tout au départ. Si on traite explicitement le fait qu'il y a des électrons qui constituent les atomes et des noyaux, eh bien, on a le calcul ab initio, c'est-à-dire sans recours à des données expérimentales. On va résoudre des équations fondamentales de la mécanique quantique. Et grâce à ça, on va pouvoir prédire toute une série de propriétés. La difficulté, évidemment, c'est que, comme vous le voyez sur le schéma, on va avoir, en termes de nombre d'atomes qu'on va simuler, le nombre est assez petit. Du coup, la dimension des systèmes qu'on va pouvoir simuler, c'est 10 exposant moins 10 mètres, donc c'est très très petit. Et les échelles de temps sont aussi très petites, c'est les femtosecondes, donc 10 exposant moins 15. Alors, si on passe à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire qu'on dit, OK, bon, les électrons, je ne vais plus m'en occuper, je vais faire comme s'ils étaient avec l'atome et je traite l'atome dans son ensemble, on peut faire ce qu'on appelle de la dynamique moléculaire atomique. Donc, je ne traite plus les électrons explicitement et je m'occupe des atomes. À ce moment-là, vous voyez que j'ai un gain en termes de longueur et j'ai un gain en termes d'échelle. Je peux aller un cran au-dessus en faisant ce qu'on appelle la dynamique moléculaire grossière, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais non plus traiter un seul atome, mais un groupe d'atomes en même temps. Okay ? Et donc, de nouveau, on perd en précision, mais ça nous permet de traiter des échelles plus longues en termes de temps et plus grandes en termes de dimension. Et puis, finalement, à l'échelle la plus élevée, il y a les méthodes dites des éléments finis qui permettent là d'avoir de nouveau des grosses dimensions qui sont maintenant des dimensions qui sont celles qui approchent de ce que nous on peut voir à l'œil nu, ce qu'on va traiter vraiment. Mais le prix à payer, c'est qu'on ne traite plus ni les électrons et ni les atomes. Okay, donc de nouveau avec une certaine perte de précision et puis aussi avec des paramètres qui rentrent. Donc là où dans le calcul ab initio, je vous ai dit qu'il n'y avait aucun recours à des données expérimentales, au fur et à mesure que vous montez, vous allez devoir avoir recours à des données expérimentales pour introduire des paramètres qui décrivent les modèles. Alors, au fur et à mesure du temps, donc au moment que j'ai commencé ma thèse de doctorat, on travaillait sur un matériau pendant sa thèse, et l'ordinateur permettait de faire ça, mais avec le temps, on a pu avoir des ordinateurs de plus en plus puissants, les programmes de simulation sont devenus de plus en plus performants, et donc on a pu commencer à faire ce qu'on appelle du criblage à haut débit, et donc on a commencé à voir plusieurs fois ici, dans les exposés, vous avez vu des entonnoirs, je vais revenir sur cet entonnoir, et vous avez vu aussi des concepts d'automatisation. Donc ça c'est le haut débit, on a essayé d'accélérer les choses. Alors je vais vous montrer un peu les choses. En quoi ça consiste ? Typiquement, on va pouvoir, pour un certain nombre de matériaux, calculer différentes propriétés. Donc typiquement, on va avoir de l'ordre du millier à la centaine de milliers de matériaux, vous avez vu des images comme ça, et on calcule différentes propriétés les unes après les autres. On commence par les propriétés les plus simples et on termine par les propriétés les plus compliquées. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez au-dessus de mon entonnoir, tous les matériaux passent, donc je ne vais pas pouvoir faire des calculs très compliqués pour cela, mais au fur et à mesure que je trie les matériaux, je les crible, c'est-à-dire que je prends ceux qui uniquement rencontrent mes désirs en termes de propriétés que le matériau doit avoir, j'en ai de moins en moins dans le bas de l'entonnoir, et donc je peux me permettre de faire des propriétés plus complexes. Et je termine avec de l'ordre de 10 à une centaine de matériaux avec lesquels je peux les donner à mes collègues expérimentateurs, et on revient à l'aspect expérimental de nouveau. C'est toujours très important, les changements de paradigme ne font pas disparaître les anciens, qui sont toujours très importants. Donc on fait la synthèse et on caractérise le matériau, et si on a fait un bon boulot en tant que théoricien, eh bien nos collègues expérimentateurs nous remercient parce que ça leur a fait gagner du temps. Alors vous dites, tiens, on a quand même jeté beaucoup de choses à la poubelle. Il y a deux choses qui sont importantes dans ceci. La première, et ça a déjà été mentionné par Mario, donc c'est le haut débit et donc l'automatisation. Afin de pouvoir faire ces calculs, donc des milliers, voire des centaines de milliers, il faut que ce soit le plus automatique possible. Donc de nouveau, si je reviens au début de ma thèse, comme je vous ai dit, on s'occupait d'un matériau pendant toute sa thèse. Donc le matin, on a regardé, tiens, ça en est où ? Ok, bon, ça n'a pas bougé beaucoup par rapport à hier. Et on revient demain, et puis c'est bon. Puis au fur et à mesure du temps, quand on commence à avoir plusieurs calculs comme ça, on dit, dans notre langage, qu'on babysit les jobs. Et donc, le babysitting, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est s'occuper d'enfants. Quand il y en a un ou deux, ça va, mais quand il y en a 1 millier, voire 100 000, ce n'est pas possible. Et donc, il faut automatiser les choses. Okay ? La deuxième chose, comme je le disais, c'est qu'il y a plein de choses dans la poubelle, il serait quand même dommage de s'en passer, et c'est l'aspect du minage des données, et ça revient avec ce dont on a parlé ce matin, l'importance des données. Alors, pour vous donner un exemple, donc on a appliqué cette approche
pour la découverte de matériaux photovoltaïques. Donc, dans un matériau photovoltaïque, il y a une couche qui s'appelle l'absorbeur qui va capturer donc, les rayons du soleil et les convertir en électricité. Et, comme je le disais, il y a toute une série de propriétés qui doivent être respectées, notamment en termes de ce qu'on appelle la bande interdite, et c'est ça qui permet de capturer les photons. Mais une autre chose très importante, et c'était ça le but de l'étude ici, c'est que plus il y a des défauts, et plus, donc, en fait, quand le rayon arrive, on va dire l'électricité qui se crée, je simplifie pour mes collègues qui connaissent les détails, ben, pardonnez-moi, mais donc l'électricité se crée, mais à cause des défauts, elle disparaît. Et donc, on veut éviter ça. Et donc, on essaie de voir des matériaux qui auraient des défauts particuliers qui évitent ce genre de choses. Et donc, tout l'entonnoir que vous voyez là consiste à calculer différentes propriétés. Parfois, on les recalcule plusieurs fois. Donc, comme vous voyez, là, il y a, vous voyez par exemple le band gap, donc la bande interdite, elle apparaît ici, mais elle apparaît ici de nouveau. Et la raison pour laquelle elle apparaît deux fois, c'est ce que je vous disais, qu'au départ, on les calcule de manière un peu moins précise que par après. Donc, on peut se permettre de recalculer une propriété deux fois. Et la question ce matin a été posée, tiens, est-ce qu'on ne passe pas à côté de certains matériaux? Ben oui, parce que à cause du criblage qui est là, on a dû faire des choix dans la précision du calcul. Et donc, il se peut qu'un matériau, dans la première fois qu'on a prédit sa propriété, on l'a mal prédit. Et donc, on l'a écarté alors qu'on aurait dû le garder. Bon, soit. Mais par contre, après, au fur et à mesure qu'on avance, ceux qu'on essaie d'avoir au bout de l'entonnoir, ben, sont ceux dans lesquels on est les plus sûrs. Et en l'occurrence ici, on est arrivé, donc on s'intéressait à des matériaux avec du cuivre, hein, vous voyez qu'ils sont tous avec du cuivre, on s'intéressait à ces matériaux avec du cuivre, et par ailleurs, après, on a regardé des côtés de plus en termes de en anglais sustainability, donc de développement durable, on va dire, par rapport aux matériaux, de dire, tiens, où est-ce qu'on les a trouvés? Est-ce qu'ils sont à différents endroits du globe où ils sont accessibles pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des difficultés à les avoir? Est-ce qu'il y en a suffisamment sur la côte terrestre, etc. Et donc, il y a des indicateurs par rapport à tout ça. Je pense que Stéphane en reparlera après moi. Et donc, il y a des indicateurs qui existent. Et donc, sur base de ça, on peut même classer ceux qu'on a et rajouter ça comme un critère supplémentaire dans l'entonnoir. Okay, et donc, au bout du compte, voilà, on arrive avec des matériaux qu'on peut proposer. Alors, comme je vous l'ai dit, là, il y a tout ce qu'on jetait à la poubelle, là, dans mon petit film. Là, tout ce qu'on jette dans la poubelle, ben, en fait, on ne le jette pas dans la poubelle. On en a fait des bases de données. Et il y a, au fur et à mesure du temps, toute une série de bases de données qui sont apparues. Et ce matin, François-Xavier vous parlait du Materials Project qui est ici, donc ça en est une. On a entendu tout à l'heure le projet Marvel qui développe le Materials Cloud. Et donc, toutes ces bases de données contiennent des informations sur les matériaux. Alors, la difficulté qu'il y avait tout au départ, c'est que quand vous vouliez les interroger, il fallait comprendre la manière d'interroger la base de données. Elles sont différentes d'une à l'autre. Et donc, on s'est arrangé ensemble, on a discuté, et on continue à discuter parce que ce n'est pas évident. Et on est parvenu à définir une manière unique d'interroger toutes ces bases de données. Donc, c'est le projet Optimade auquel je participe, et qui permet donc de rassembler un maximum de données. On a compris ce matin que les données, c'était de l'or, et donc en avoir le plus possible, c'est très important pour les modèles de machine learning, justement. Voilà. Et donc, l'acronyme FAIR qui a été mentionné par Mario juste avant, ben, comme ça vous avez les lettres, donc c'est Findable, donc on va pouvoir retrouver les données, elles doivent être accessibles, elles doivent être interopérables, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs bases de données, et donc ici, vraiment, ce qu'on a fait dans Optimade, c'était rendre ça interopérable, toutes ces bases de données, donc de la même façon, on peut les interroger, et puis réutilisables, parce que des données qui, par exemple, ont été à la poubelle pour une certaine application, pourraient être super intéressantes pour une autre application. C'est vraiment ça, cette importance ici. Voilà, et donc tout ça nous amène au quatrième changement de paradigme. Donc on a généré des données, et grâce à ça, on va pouvoir commencer à utiliser de l'intelligence artificielle, du machine learning, l'apprentissage automatique, le minage de données. Donc tout ça sont différentes formes possibles. Mais donc rappelez-vous toujours que derrière les choses, ce qu'on cherche à avoir, c'est ce lien entre le procédé, la structure et les propriétés et la performance dans une moindre mesure. Et donc, une des choses qui est faite dans le machine learning, et donc ça a été mentionné, c'est l'aspect de régression, c'est de dire, tiens, est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui, quand je lui dis, tiens, je vais faire mon procédé comme ceci, va pouvoir me dire, bah, tiens, la propriété, c'est ça. Okay, et donc, et l'avantage de ça par rapport à les calculs que je vous ai présentés avant, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Ça prend une fraction de seconde de dire, voilà les données pour le modèle de machine learning, et on a la réponse directement après. Tandis que quand on faisait les simulations,
Quand je vous l'ai dit, au moment de ma thèse, un matériau, c'était une thèse. Et par après, bon, heureusement, on peut en faire des milliers. Mais là, ici, maintenant, on a un gain d'échelle qui est encore plus grand grâce à ça. Donc, une manière d'utiliser le machine learning, c'est celle-là. C'est de dire d'aller remplacer les lois qu'on avait par un modèle de machine learning qui prédit le résultat. Et donc là, un des avantages de ça, c'est de pouvoir connecter les échelles. Vous vous rappelez que je vous ai dit, quand on passait aux échelles supérieures, on avait besoin de paramètres. Eh bien, grâce au machine learning, on va pouvoir paramétriser. Donc, par exemple, pour la dynamique moléculaire atomique, donc celle qui a que les atomes et pas les électrons, on peut trouver les paramètres en faisant une série de calculs ab initio et en utilisant du machine learning. De même, si on veut passer à l'échelle au-dessus, on peut faire toute une série de simulations de dynamique moléculaire atomique et en déduire les paramètres pour l'autre. Vous voyez l'utilisation, ça c'en est une. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Exemple, encore une fois, donc on a parlé, Mario a mentionné les batteries. Donc une batterie, ça consiste en une cathode, un électrolyte et une anode. Et la partie qui va m'intéresser ici, c'est l'électrolyte. Oui, donc voilà, il y a une petite animation. Donc, vous voyez, donc, il y a des ions lithium qui migrent de l'anode à la cathode, pendant que des électrons vont d'un côté à l'autre, suivant la charge ou la décharge. D'accord ? Donc ça, c'est le principe. Et la composante à laquelle je m'intéresse, c'est l'électrolyte. Alors pourquoi je vous parle de l'électrolyte? Vous avez sans doute vu ce genre de choses, les batteries qui prennent feu. Hein. Quand vous allez dans un avion, on vous dit toujours encore maintenant de faire attention, si votre téléphone est tombé près du siège, il faut vite prévenir les gens parce qu'il y a ce genre de choses-là, parce que l'électrolyte qui est utilisé maintenant est un électrolyte liquide et qui est inflammable. Et donc on veut éviter ce genre de problème qui a carrément cloué des Boeing au sol pendant de nombreux mois avec de pertes économiques à la clé. Donc, une des solutions qui est proposée, c'est de remplacer l'électrolyte liquide, justement, par un électrolyte solide qui n'a plus ces problèmes d'inflammabilité. Et donc, on cherche des électrolytes solides, mais qui ont quand même des propriétés où vous avez vu les ions lithium, hein, donc vous avez entendu des batteries lithium-ion, c'est parce que ce sont les ions lithium qui voyagent de l'anode à la cathode suivant la charge ou la décharge. Il faut quand même qu'ils puissent se déplacer assez facilement. Et dans un solide, ça se déplace un peu moins facilement que dans un liquide. Et donc, les gens cherchent, par les simulations et par l'intelligence artificielle, je vais y venir, de trouver des nouveaux matériaux qui pourraient être intéressants. Alors, donc, quand ils ont commencé, ils ont fait ça en faisant des calculs ab initio, donc sans recours à des données expérimentales, mais qui donc prenaient du temps. Et donc, quand ils faisaient leurs simulations, ils étaient dans cette région-ci. Vous voyez, c'est les points que vous avez là, qui étaient avec des durées de temps qui étaient petites et qui devaient être faites à des températures plus élevées pour accélérer un peu les choses. Résultat des opérations, quand ils comparaient les données qu'ils avaient avec l'expérience, ce sont les tableaux que vous avez ici, hein, donc les erreurs étaient assez grandes quand même, quoi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce changement d'échelle dont je vous parlais, ils ont utilisé ces simulations à basse échelle pour trouver les paramètres de l'échelle au-dessus, grâce au machine learning, et ils ont pu faire donc des simulations plus longues à plus basse température et obtenir, donc ici le delta que vous avez, c'est la différence entre l'expérience et la prédiction, et vous voyez que la prédiction maintenant est nettement meilleure par rapport à ce qu'on avait avant. Et alors en plus, la chose intéressante, c'est que donc, ici, le AI-MD, c'est ab initio, donc sans recours à des données expérientielles, MD, dynamique moléculaire, et puis alors après ici, c'est celle qu'on appelle learn on the fly, c'est-à-dire qu'il apprend au fur et à mesure pour faire le machine learning. Vous voyez que le temps de calcul sur l'ordinateur est un facteur 3 plus petit, et la durée de la simulation, vous voyez qu'elle est nettement plus grande. Vous voyez l'avantage de cette chose. Donc ici, le machine learning est utilisé pour joindre les échelles et accélérer un peu les choses. Autre application qui, je pense, est intéressante, et ça a été aussi mentionné, c'est de dire, donc jusqu'ici, on s'est intéressé à ces lois de cause à effet, où on part de dire, tiens, voilà, j'ai un certain procédé, ça devrait donner ça comme propriété. Mais ce qu'on voudrait bien, c'est de dire l'inverse. J'aimerais bien avoir telle propriété. Qu'est-ce que je dois mettre comme procédé pour obtenir cette propriété-là? Et ça, c'est ce qu'on appelle le design inversé, ou le modèle inverse. Et donc, ça a été mentionné, c'est ce qu'on appelle la génération. Donc là, on essaie d'avoir des lois d'ingénierie, d'objectifs et de moyens. Alors, vous avez peut-être déjà vu, vous pouvez aller, si vous allez sur votre moteur de recherche préféré, et vous tapez « cette personne n'existe pas » ou « this person does not exist », vous allez tomber sur un site web qui, chaque fois que vous le rafraîchissez, vous allez avoir une photo de quelqu'un qui n'existe pas.
et vous pouvez y aller, je vous prie de croire qu'elles sont très réalistes. Vous ne seriez pas capable de dire, bah oui, non, cette personne, elle n'existe pas. Vous voyez vraiment, bon, parfois ça arrive qu'il y ait des défauts, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Et la chose intéressante qu'on voudrait avoir, c'est d'arriver à définir des directions. Donc, pour faire ça, on doit trouver un espace sous-jacent de petite dimension. Et on voudrait pouvoir se balader dans cet espace. Donc, vous voyez ici l'exemple qui est là. On a un espace ici qui a été mis bidimensionnel pour rendre les choses très faciles, dans lequel on a pris toute une série de photos. On a les hommes qui apparaissent en fait d'un côté, les femmes qui apparaissent plutôt de l'autre côté. Et du coup, on peut demander à l'ordinateur de se balader sur l'axe homme-femme ou d'augmenter la féminité ou diminuer la féminité. Il y a d'autres choses, hein. On peut changer la longueur des cheveux, on peut vieillir la personne. Donc il y a toutes sortes de sites web où vous pouvez aller faire ce genre de choses. Et donc ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est faire exactement la même chose avec les matériaux, c'est de trouver ces dimensions, les directions dans lesquelles on va pouvoir dire, tiens, je voudrais bien que le matériau soit plus dur, je voudrais bien que le matériau soit plus bleu. Toutes sortes de choses comme ça, voyez. Et donc ça, c'est l'aspect génératif qui vous a été présenté. Voilà, avec ça, je pense que je vous ai montré que l'informatique des matériaux aide à découvrir des matériaux avec des propriétés spécifiques, mais il ne faut pas oublier qu'il faudra toujours faire les autres types de paradigmes dont j'ai parlé précédemment. Il faut toujours faire le premier paradigme, le deuxième paradigme, le troisième paradigme et le quatrième paradigme. C'est toujours très important. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.